Bonjour à tous, Ludovic Ménard, je suis chez IBM, mais je suis PTS, ça veut dire Partner Technical Specialist. Et donc, du coup, je travaille beaucoup avec les partenaires pour les aider dans les configurations Power, dans les configurations IBMI, tout ce qui est performance et autres. Et j'aide beaucoup donc les partenaires pour que les partenaires puissent après intervenir chez les clients. Et bien sûr, je travaille avec Nathanaël, Gaïa, Volubis et le Common France. Merci, Nathanaël, du coup, Gaïa, Volubis, Common. Donc, on fait, nous, de la formation du conseil de la TMA, on fait tout ça, et on est spécialiste de l'IBMI, uniquement de l'IBMI. Et aujourd'hui, on voudrait parler de Navigator for I. Navigator for I, peut-être on peut commencer par poser une première question, c'est qui l'utilise aujourd'hui ici? N'ayez pas peur, n'ayez pas Oui, peur. de toute façon, vous l'avez, tout le monde l'a, puisqu'il est fourni par défaut avec l'OS. Euh, donc vous êtes quand même pas mal à l'utiliser, ça c'est bien, c'est sympa. Je vais le faire dans l'autre sens. Ceux qui ne l'utilisent pas, pour quelle raison vous ne l'utilisez pas? C'est vous n'avez pas besoin, vous ne faites pas d'exploit, vous ne faites pas d'admin, ou c'est des habitudes, ou c'est autre chose? Je vais répondre parce que vous êtes vieux et que vous n'avez pas l'habitude de l'écran graphique. Non, c'est peut-être ça. Non, je blague, hein, parce que j'utilise encore du 52-50, donc, mais il y a de ça. Oui, encore, encore, encore. on, va, on va appeler ça les habitudes. Et donc rapidement, alors l'idée c'est d'avoir une session au maximum interactive. On a prévu deux trois petites choses sur lesquelles on veut revenir, refaire un petit peu voilà, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, etc. Mais l'idée, on a des petites choses à vous montrer. L'idée, c'est aussi au maximum de pouvoir de prendre les sujets qui sont les vôtres et de pouvoir les manipuler en direct pour voir, voilà, voir comment on fait telle action au travers de Navigator Farai ou pas. Mais normalement, on peut quasiment tout faire. Je t'en prie. Alors, Non, non, vas-y, Nathanaël. Non, non, c'est ta session. Je parle beaucoup autrement, alors je préfère prendre la place. allez, rapidement, donc c'est les outils d'administration, c'est pas le premier. Historiquement, 95, donc pas le Navigator for I, mais le IBMI Navigator. Il faudra qu'on parle aux gens du marketing des fois chez IBM sur les noms des produits, d'accord? Le e-Series Navigator qui était un client lourd Windows. Donc là, avec installation logicielle, etc. Donc ça, c'était un petit peu délicat puisque sans présager de ce qui se passe chez vous, mais en général, quand votre PC était installé, on vous installait e-Series Navigator et après, on n'avait jamais une mise à jour. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd, il faut amener les postes, etc. Mais c'était un produit qui permettait de vous connecter à votre IBMI, peut-être e-Series à l'époque, et de voir les messages, les configurations, les modifier, etc. etc. On avait ensuite une version web qui est apparue 2008. Tu as bien fait de remettre les dates, je ne les avais plus. Qui est apparue. Application web, elle est hébergée sur votre IBMI, sur la partition directement. Vous avez un site web d'administration, c'est les jobs admin 1 jusqu'à admin 5, qui correspondent aux différents travaux nécessaires pour la gestion, entre autres, de navigateurs et de HTTP admin et de DCM, etc. etc. Appli web avec beaucoup de Java derrière, une stack technique qui a été complètement refondue à partir de 2013 pour revenir sur une stack basée sur Dojo et une des grosses plus-values qu'on va rencontrer aujourd'hui, on va le manipuler, on va en reparler, c'est la capacité d'avoir ce qu'on appelle du multi-nœud, c'est-à-dire que depuis une machine, vous pourrez déclarer les autres machines et vous pourrez les administrer depuis, on va dire, un nœud principal. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais depuis un système, vous pourrez accéder aux autres pour faire l'ensemble des actions. Donc là aussi, l'idée, c'est de vous faciliter la vie, en fait, et de vous éviter, si vous avez 12 machines, vous évitez de vous connecter 12 fois sur les 12 machines pour avoir la même chose. Vous pouvez vous connecter une fois et rebondir d'une machine à l'autre. C'est moi qui parle, mais tu dis des trucs quand même quand Oui, tu... oui, oui, oui. Et enfin, la version qu'on va regarder aujourd'hui, le
Alors le New Navigator jusqu'au prochain peut-être, mais pour l'instant c'est le New Navigator, d'accord, celui qui s'appelle comme ça, qui est la version actuelle, qui est toute neuve, qui évolue très fréquemment, c'est mis à jour par PTF avec le système. Il y a des nouvelles fonctionnalités très régulièrement à l'intérieur. L'interface a été également complètement refondue avec du Angular. Il y a beaucoup de choses qui sont asynchrones, vous verrez dans l'interface, il y a des petits trucs, on attend les réponses, mais c'est assez pratique. Et qui fondamentalement utilisent énormément ce qu'on appelle les services IBMI. Alors, les services IBMI, ça parle à tout le monde? Vous l'utilisez, IBMI Services d'ACS? Ok. Eh bien, tant mieux. Continuez. IBM s'en sert également, donc c'est pas qu'une lubie, d'accord. C'est vraiment des services qui vous permettent de prendre la main sur l'exploitation, d'avoir un maximum d'informations, lire les messages de SysOPR, etc., tout ce que vous voulez. Et Navigator Fiori est basé à 99% sur les services IBMI. Il y a encore quelques actions qui passent par des API, parce que quand même. Mais il est basé dessus, et dans les différents écrans, on vous montrera, vous pouvez très facilement voir quelles sont les requêtes SQL correspondantes, et puis vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour mettre ça dans vos programmes s'il y a des choses intelligentes. Je vois qu'il y a des gens de la pépinière, des jeunes qui, voilà, qui font l'administration IBMI, c'est bien ça? Et je suppose que vous utilisez le Navigator for I, l'IBMI Services, et pas d'écran vert. Un petit peu, mais beaucoup de côté graphique. Et justement, bah, comme vous travaillez avec cet environnement, comment vous le sentez, vous? Vous qui arrivez dans... Parce que les anciens, on peut leur poser la question, mais avoir une vue, comment vous le sentez? Vous avez vomi? Ok. D'accord. Donc assez facile à appréhender et vous avez entendu? Venez me voir. Venez me voir, on va faire des webinars avec Nathanaël là-dessus. Là, vous avez raison. Et effectivement, c'est hyper intéressant pour des gens qui connaissent pas l'IBMI parce que ça permet d'y aller très facilement. Vous n'avez pas besoin de connaître les commandes. On clique sur les menus, on déroule, on voit les actions, etc. Et ça permet non seulement à des jeunes, à des nouveaux arrivants sur la plateforme, mais ça permet aussi, si vous avez des équipes qui font de l'administration Windows, Linux, x86, etc., et qui ont en général le réflexe de dire oula, je veux pas toucher à ton truc. C'est pas grave, touche pas, tu vas te connecter sur un site web, là, tu cliques 3 boutons, tu peux faire des actions. D'accord? Donc c'est aussi un vrai facteur d'intégration. Et c'est La réponse est oui. performant, oui. Et Oui. oui. Et ça l'est beaucoup plus qu'avant aussi pour parler du sous-entendu. De toute façon, vous avez connu tous le Navigator for I avant, qui était très long, Ouais. les temps de réponse, des connexions et autres. Là, ça n'a rien à voir. Il y a une refonte qui a été toute faite et ça n'a rien à voir. Le client-serveur avait le mérite d'exister. Exact. Oui. Il avait ses défauts, certes, mais au fil du temps, on a vu l'amélioration de performance. Et là, je m'en suis servi. Alors, je l'ai effleuré tout récemment et j'ai vraiment été surpris par les temps de réponse. Oui, oui. Tout le code a été réécrit en fait. Donc c'est une refonte totale. Et je pense que c'était nécessaire puisqu'on avait quand même un outil qui était sympathique en 2008 et autres. Parce que c'était web, donc on mettait Windows de côté. Donc tous ceux qui avaient du Mac ou autre, ils disaient mais comment je fais? Bah, je peux me connecter en web. C'était assez facile. Alors que là maintenant, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et c'est C'était intuitif. une des raisons pour lesquelles on avait encore beaucoup d'écrans 52-50, c'est parce qu'effectivement, c'est hyper rapide quand on connaît les commandes et que les versions précédentes n'étaient pas forcément fulgurantes non plus. Là, c'est beaucoup plus rapide. Alors, il n'y a rien de Alors, dangereux sur le clic droit coupé. Encore une fois, il faut déjà se connecter sur l'environnement.
Donc, il ne faut pas avoir tous les droits. Effectivement, celui qui a de classe EcoFR, il va tout faire. Mais de classe user ou autre, voilà. C'est ce qu'on va faire pour la démo. On va faire ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? On va travailler en QCEcoFR. Ne faites jamais ça chez vous. Voilà. Pour des questions de démo, on a dit que on allait le faire. Voilà. Mais évidemment, vous avez les actions que vous avez le droit de réaliser avec votre profil utilisateur. Donc, je suis d'accord, ça peut être dangereux parce que visuellement, on peut cliquer partout, faire des choses. On remonte le problème, il y a une petite gestion de la sécurité. Je l'évacue un petit peu parce qu'on va parler de navigateur. Mais évidemment, il y a ce vrai sujet-là. Maintenant, c'est un outil d'administration. Donc évidemment, on s'adresse à des gens quand même qui, a priori, savent ce qu'ils doivent aller faire. En termes de prérequis, c'est fourni avec le système d'exploitation. Donc il faut ces produits-là qui sont installés, mais aujourd'hui, ils sont installés chez tout le monde, normalement. C'est vraiment les produits de base, vous auriez du mal à vous en passer. Donc on va partir du principe que c'est OK. Vous avez la doc mise à jour avec les derniers niveaux de groupe PTF qui correspondent, je pense, hein, celle-ci. Et puis de toute façon, si vous allez sur le site, enfin sur le navigateur Fori et que ça ne fonctionne pas, et que vous faites créer un ticket au support, hein, j'ai des gens du support, ils vont déjà vérifier que vous avez bien les prérequis et les derniers niveaux. À partir de là, vous installez, vous regardez, ça fonctionne. Au revoir, monsieur. Quand même, pour revenir à la question de c'est dangereux de faire du clic droit dans tous les sens, c'est pas faux. Donc évidemment, on se connecte avec un profil, on a les droits du profil, et vous pouvez, c'était le cas également avant, mais vous avez des fonctions d'usage. Alors ici, je les ai montrées au travers de Navigator Fori. C'est accessible aussi en 5250, puisque peut-être que pour faire fonctionner l'outil la première fois, ce serait intéressant quand même de configurer ça. Mais on a des fonctions d'usage qui permettent de dire profil par profil ou par profile group, ça y est, j'ai plus les mots, par profil de groupe, vous pouvez autoriser ou inactiver certaines fonctionnalités depuis l'interface, justement pour pas que tout le monde aille changer, par exemple, allez, un truc qui pique un peu, la configuration réseau. Pas une bonne idée. Voilà. Vous pouvez limiter l'accès au spool. Je ne sais pas si vous êtes éditeur dans le social et que dans vos spools, il y a des fiches de paye. Des fois, on n'aime pas trop accéder aux spools. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce genre de réglage. Il y a un certain nombre de fonctions. Je les ai remis ici. Et je les ai remis également parce qu'il y a des nouvelles fonctions. Maintenant, c'est des QIBM nav quelque chose. Avec les anciennes versions du produit, c'était des XD1, XE1. Et j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas fait le report en fait, des droits qui avaient été mis dans les nouvelles. Donc des fois, vous pensez que vous avez limité certains utilisateurs, mais en changeant d'outil, eh ben, en fait, non. Faites attention à ça, simplement. Ça y est, c'est ton tour. Non, oui, on va attaquer directement le live. Démo en direct, d'accord. On a un environnement, on a deux partitions 7.6. Une qui tourne sur un P10 et une autre qui tourne sur un P11. Et eh bien, on va vous montrer. Et surtout, si vous avez des questions, vous voulez voir si, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, eh bien, on va essayer de répondre à vos questions et de le présenter. Juste pour info aussi, le navigateur Fori, on a parlé de IBMI Services. Très bien, ça veut dire que derrière, on a des requêtes SQL. Très bien. Donc, on peut utiliser la CS script, SQL script. Parfait. Mais aujourd'hui, on peut utiliser VS Code. C'est encore mieux. Parce que comme on a des jeunes qui utilisent VS Code la plupart du temps, pour les programmes RPG, pour ce qu'ils veulent faire de l'Ansible ou n'importe quoi, eh bien, on peut se connecter directement de VS Code sur l'IBMI. On a des extensions, des DB2FORI et ainsi de suite. Et on peut directement extraire la requête ou le graphe qu'on va vous montrer sur les user profiles ou l'audit et autres, eh bien, de mettre directement dans le VS Code. Et à partir de là, eh bien, on a la requête. Et bien, tiens, je vais créer un Ansible, un playbook Ansible que je vais automatiser directement. Et bien sûr, là, effectivement, il y a une session Bob qui tourne en même temps. Eh bien, vous pouvez rajouter de l'IA et dire, bah, tiens, crée-moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est moderne et qu'aujourd'hui, on fait le forcing que l'administration doit se faire aujourd'hui par le navigateur Fori. OK ? Je pose le micro.
que vous m'entendez? Oui, ça marche. Allez, c'est parti. Voilà. On va commencer simple. J'ai deux partitions. Là, vous voyez, j'ai la 88, la 89, donc deux partitions IBMI. Ceux qui m'ont suivi déjà sur la partie MFA, vous voyez que vous avez le facteur d'authentification qui est rajouté dès qu'on active ce MFA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le navigateur Fiori, eh bien, nativement, peut se connecter avec un client MFA. OK? Donc, je vais me connecter sur mon IBMI. Comme c'est un 7.6, le mot de passe, il est long. Hein. Et à partir de là, tu interviens quand tu veux, Nathanaël. Et puis moi, je tape. Hein. Donc, à partir de là, vous arrivez dans une interface où on retrouve pour l'instant le nom de votre système. Est-ce que tu peux peut-être zoomer un petit peu Oui. Qu'on voit peut-être un petit peu mieux la tuile. C'est zoomé là? Ouais, là, c'est bon, là. Ouais. Merci. Je ferme, je baisse un peu. Dans lequel vous voyez les deux, trois attributs principaux en fait, de votre partition. La version du système d'exploitation, l'utilisation de l'UC, le pourcentage d'ASP avec un petit warning ici. Le petit warning est configurable, hein, vous pouvez le configurer à 50, 80, enfin vous mettez le pourcentage que vous voulez. Et puis ça a été rajouté il y a quelques mois à l'expiration de la licence de l'OS. Tout à fait. Il y a une session sur les licences. Oui. Etc. Et donc là, vous allez vous retrouver uniquement, pour l'instant, ça représente la partition, la machine sur laquelle vous êtes connecté. Tu peux aller en gestion peut-être direct ou tu veux montrer les... Non, très bien. Ouais, allez. On va aller en gestion, je vais baisser donc un petit peu. Ok, je veux aller gérer cette partition-là. Qu'est-ce que je peux faire avec Navigator Fiori? Ça vient, ça vient. Ça vient, ça marche. Donc là aussi, on va retrouver ces attributs. On a un petit graphe d'entrée de jeu qui nous montre la consommation du C. C'est le trait vert et les barres violettes, là, c'est l'ASP utilisé. Normalement, l'ASP, vous ne devriez pas le voir bouger à l'œil nu, d'accord, parce que c'est très étonnant. Par contre, la CPU, évidemment, ça peut bouger beaucoup. Et puis, vous retrouvez le même fonctionnement qu'on avait dans les anciennes versions de l'outil, hein, évidemment. Vous retrouvez des menus sur la gauche, options, sous-options, etc., dans lesquels vous allez retrouver la configuration réseau, la sécurité de vos utilisateurs, l'IFS, les messages de l'opérateur système, etc., etc. On va trouver tout un tas de choses. Et puis après, en termes d'utilisation, voilà, navigation très simple, souris, options. Tu veux commencer, peut-être tu peux commencer par gestion des travaux. Gestion des travaux? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Pas de problème. On va commencer par gestion des travaux. Gestion des travaux, c'est le quotidien. C'est sur notre machine. C'est une machine qui est faite pour aller encaisser des centaines, des milliers de travaux par jour. Le but de l'OS, c'est d'organiser ces travaux et de les gérer. On va dire c'est le fondamental de la machine. Vous retrouvez ici l'équivalent d'un Work Active Job, trié par sous-système avec les jobs actifs à l'intérieur. Vous pouvez trier par colonne, vous pouvez filtrer par colonne aussi. Ça, c'est un petit peu plus puissant qu'en 5250 aussi. Alors, Q-inter, on n'a peut-être pas grand-chose, mais tac. Q-inter, peut-être pas Q-batch, peut-être. Non, Q... dans quoi tu as des trucs non, qui mais tournent après... Donc là, tu as le... Je vais virer le filtre. Donc pour chaque sous-système, on voit les travaux à l'intérieur, vous avez les états, et dans tous les écrans, en fait, pour l'expliquer une fois, après on n'en parlera plus, ils sont tous faits un petit peu pareil, c'est-à-dire vous avez vos infos au milieu, et en haut à droite, vous avez tout le temps ces 3, 4, 5 icônes là qui sont ici. Vous avez donc la petite étoile, c'est ajouté aux favoris comme dans votre navigateur web, et vous avez une gestion des favoris qu'on pourra remontrer après, dans laquelle vous pouvez organiser des bookmarks pour aller directement vers des fonctions particulières, y compris en récupérant, si vous en avez mis, des filtres au niveau de l'affichage. Donc ça, c'est pareil, en termes de raccourcis, c'est assez puissant, ce genre de... C'est du détail, mais à l'usage, c'est ça qui rend l'outil puissant au quotidien. Vous avez... Ah, ça, tu l'attends avec impatience. Ah, j'adore ça. Ouais. Vous avez, pour la plupart des écrans, le petit bouton SQL qui donne l'instruction SQL qui a permis d'aller chercher les données qui sont affichées à l'écran. Et donc, ça s'appuie sur des services SQL. Ici, c'est un service qui s'appelle Active Job Info.
auquel on va passer des paramètres pour dire, OK, je veux réinitialiser ou pas, c'est quel sous-système, est-ce que c'est que les travaux, enfin c'est le active job, donc ils sont tous Oui. actifs, mais quel nom de travail, etc. Il y a d'autres services après. Et cette requête SQL-là, c'est vraiment celle qui est exécutée, c'est-à-dire que vous pouvez la prendre. Si vous avez besoin dans des programmes à vous de chercher la liste des travaux, vous pouvez l'embarquer dans vos programmes. Mais là, effectivement, vous pouvez aussi, il y a des petits boutons qui permettent de dire, je veux l'exécuter directement, alors dans VS Code si il est démarré, ou dans Access Client Solution. Si la connexion est démarrée Voilà, aussi. donc ça, je ne sais plus si on l'a relancé. Non. Donc dans Access Client Solution, ça va ouvrir l'interpréteur de script SQL de ACS, ça va copier-coller la requête à l'intérieur. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le petit bouton exécuter. Quand même. Par contre, pour faire ça, il faut quand même demander à ACS d'être à l'écoute des demandes que va faire Navigateur. Il y a du callback entre les deux. Il faut que ACS, on démarre un écouteur en fait, qui va attendre ces requêtes-là. Donc là, avec la mise, on l'a fait tout à l'heure, mais avec la mise en veille du PC à la pause, saute. Voilà. Avec le VS Code, vous n'avez pas le souci. Le VS Code, je pourrais le faire, je clique dessus, ça va ouvrir mon VS Code. D'accord? Donc si mon VS Code est déjà connecté sur mon IBMI, il n'y a pas de problème, il y a la requête qui apparaît. On se connecte ou on ne se connecte pas, mais une fois que c'est connecté, on peut directement l'exécuter. D'accord? Connexion en cours. Toc, écoute de demande. Ah bah, on l'avait démarré, Ouais, mais parce sur que j'étais l'autre. sur la 88, c'est pour ça. Et là, si je fais exécution de l'instruction SQL, voilà, normalement, je devrais avoir mon SQL script qui devrait être arrivé. Non, c'est pas celui-là. C'était un ancien. Toc, fermeture. Le temps que ça arrive. Ah, tombé. Non, ça se trouve, il est tombé encore. Ah, il est tombé. Il repasse pas tout en haut quand il est. Non, là, il est tombé. Je vais le redémarrer. Démonstration. Ouais, c'est du live. Ok. Hein. Nous, quand on fait du live, on montre ce qui fonctionne et on montre ce qui ne fonctionne pas. Alors que dans les démos, les vidéos, on voit ce qui fonctionne. Donc, on le montre avec ACS parce que Oui. VS Code, c'est un outil qui fonctionne bien, mais on va partir du principe que c'est quand même plus un outil pour les développeurs. Donc, si vous faites de l'admin, de l'exploit, vous avez ACS, c'est sûr, pour le coup. VS Code, c'est beaucoup moins sûr. Et effectivement, avec VS Code, pour le coup, on a une mécanique un peu différente. On y croit? On y croit? On y croit. On y croit. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps et ça marchait. Ça va. Merci. Voilà. Bon. Ok. Là, j'ai ma requête qui est arrivée, en fait. Donc, je vais me connecter à la base de données, hein, puisque j'ai un petit peu de 61.88. Voilà. Tu es obligé de la sélectionner dans tous les cas. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Tac, voilà. Alors, je rentre toujours mes mots de passe parce que comme je fais aussi pas mal de sécurité en 7.6, je ne garde pas. Donc, je suis toujours en train de me signer. Voilà, je me connecte à la base de données. Et à partir de là, eh bien, j'ai des boutons qui sont exécution globale, exécution à partir de la sélection ou exécution de la sélection. D'accord? Bon, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire. Alors, Nathanaël, il a l'habitude, il fait du contrôle-R, machin, tout ça. Il fait des raccourcis qui existent. Hein. Là, je l'exécute et ça me donne directement la même information en mode SQL, en mode ACS script. Et là, on a bien le Work Act Job de l'IBMI. Donc c'est beaucoup plus graphique, effectivement, c'est quand même plus facile à lire, sachant que vous pouvez faire de l'extraction et faire du fichier, téléchargement des résultats et ainsi de suite. Donc quand il y a des rapports à faire ou autres en disant « Ah, mon chef, il m'a demandé qu'est-ce qui tourne sur la machine », eh bien, graphiquement, c'est quand même plus joli et en plus, on peut mettre des couleurs ou quoi que ce soit, Q inter ou autre. Donc vous voyez que c'est facile. Et quand effectivement les gens commencent à faire de l'IBMI et qu'ils sont nouveaux dans l'IBMI, eh bien quand on a ça,
c'est assez facile à comprendre. Parce que quand on fait de la 52-50 ou Work Act Job, alors déjà, il faut expliquer pourquoi WRK, on prend que les consonnes, on n'en prend que 3. Oui, mais là, il y a une lettre, il y a une voyelle. Bah oui, mais parce que action, voilà. Donc, c'est compliqué. Là, il n'y a pas à se poser la question. Ça, vous devrez le savoir, ça, hein, normalement, Work Act Job. Là. On est d'accord. Non, mais voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile. On va se poser des questions quand même, mais effectivement, ça permet de démarrer. Et puis, encore une fois, vous avez effectivement la mise en forme. Et là, c'est un outil avec une IHM, vous y allez, vous, humain, en journée, etc. Par contre, vous avez vos sauvegardes qui plantent tous les soirs à 3 heures du matin. Vous avez la requête SQL et vous pouvez automatiser. Et dans votre CL de sauvegarde, avant de lancer l'arrêt des sous-systèmes et machin, vous pouvez faire un work active job, vous sauvegardez le truc et vous l'analysez au frais le lendemain. C'est quoi le job qui faisait le verrouillage sur le truc qui fait que ma sauvegarde, elle se plante? Paf. Donc en tout cas, vous avez la possibilité, si tu reviens peut-être à navigateur, on parle de navigateur. Tout à Donc fait. vous avez la possibilité voilà, de faire des bookmarks, vous avez les requêtes SQL la plupart du temps. Ici, on est sur des écrans, il y a beaucoup d'infos. Donc vous avez ici un petit détail, un petit bouton détail sur le haut de l'écran, travail, tous, de base, etc. Et vous avez en général aussi la petite roue rentrée tout à fait à droite qui vous permet d'aller sélectionner les colonnes dans le résultat qui vous intéresse ou pas. Hein, vous pouvez adapter vos affichages en disant bah, tiens, je veux aller rajouter ou je veux aller enlever un certain nombre de colonnes. Ça dépend évidemment de ce que vous cherchez. Il y en a de la colonne. Il y en a. Moi, j'aime bien le stockage dans Qtemp. Ah, jamais faire de Ouais. Qtemp avec du SQL. Hein. C'est pas bien, ça. Non, non, il y a des métriques intéressantes. Quelle Oui. est la quantité de mémoire utilisée par un travail en stockage temporaire, etc. Ouais, ok. Alors, bah, typiquement, pourquoi vous allez voir les travaux en journée? Merci beaucoup. Bah, parce qu'en général, il y a des trucs de plantés. Hein. Soit ça va pas assez vite, soit c'est planté. En général, ça va pas assez vite parce que celui qui est devant, il est planté. Donc, effectivement, vous pouvez directement filtrer en fait sur un statut MSG Weight, par exemple. C'est une première solution. Hop là, et puis là, c'est assez rapide. Évidemment, on peut aller s'enregistrer des filtres déjà préconfigurés, mais pouf. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas à part des. Des spools. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, à part des attentes normales, j'allais dire. Il y a J'en ai pas. on MSG peut. 8. Voilà. J'ai pas de MSG 8. Bon. Bon. Je vais mettre que le DQW. Ça devrait. S'il y en Mais avait. Donc il filtre un peu. Alors ça peut être quand même plus ou moins long. Vous l'avez vu, là, il faut attendre quelques secondes. D'abord parce que je pense qu'on a une connexion qui n'est pas taquée, si tu le prends oui, pas oui, mal. Ouais. oui. Et puis voilà, des travaux, il peut y en avoir quand même un certain nombre. Et à chaque fois, là, on va rafraîchir la liste pour être en dynamique. C'est quand même des actions sur lesquelles on peut attendre quelques secondes. Et au niveau des filtres, justement, on a les petits boutons là à côté de la boîte de filtres sur lesquels, si tu cliques dessus, on n'a pas de réglage sur cela? Si, Si, voilà. contenant. Enfin, Donc ça peut être du est égal, contient, commence, etc. Donc d'accord, il y a une capacité assez avancée sur les filtres. Ça dépend des zones. Sur les zones numériques, on n'a pas les mêmes, d'accord, mais sur le principe, c'est assez souple. l'avantage aussi, c'est que si vous mettez des filtres, donc si on transforme ça en mode SQL, c'est du where, des clauses et autres. Eh bien là, on le fait graphiquement, j'ai besoin de ça, et je génère derrière ma requête SQL en cliquant sur SQL, et j'ai déjà mes clauses where et ainsi de suite. Donc j'ai pas, en fait, SQL est assez facile à appréhender, parce qu'en fonction des filtres, ah, ben ça veut dire, ah, ok, je comprends. Et j'arrive à faire la corrélation. Et c'est beaucoup plus facile de recréer une requête SQL graphiquement que de faire du select étoile from et ainsi de suite. Donc, c'est simple. Là, je ne pense pas. Parce que là, ce sont des requêtes liées au navigateur Fori, donc en fonction de ce que veut montrer. Par contre, comme l'a dit Nathanaël tout à l'heure, c'est que cet outil-là, il évolue à une vitesse. D'accord. Et il intègre énormément des PTF, des corrections et surtout des EBMI services. Donc, il s'étoffe cet outil-là. Donc, c'est hyper important. Mais on peut peut-être, ça c'est une question Mais c'est. pour le coup qui peut être aussi intéressante parce que là il y a
Là, il y a un certain nombre d'options qui sont et qui correspondent aux fonctions principales, etc. Euh, Ça pourrait être intéressant d'avoir des sortes d'extensions que vous fournissez vous-même parce que vous fournissez la requête et où l'outil va gérer la mise en forme. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on pourrait aller proposer avec les IDE et puis on pourrait attraper Timro à la Exact. sortie Exactement. pour Si on lui peut personnaliser lui nos susurrer à propres l'oreille. requêtes et les intégrer dans le navigateur Fiori, c'est bien ça. Ouais. Enfin, pardon, je croyais. Oui, c'est bien ça. OK. Donc, vous voyez que c'est vraiment paramétrable. Très simple. Euh, Ça, c'est la gestion des travaux. Mais vous avez tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on veut savoir si notre système est à jour. Donc, vous avez les logiciels, vous avez les groupes de PTF. Ça, c'est hyper important. Si les supports vous demandent quel groupe de PTF vous avez, au lieu de faire un work PTF group, eh bien, vous pouvez l'extraire et l'envoyer directement dans le ticket ou par SMS ou ce que vous voulez, par mail ou directement au support. Donc, comment? Ça, c'est en fonction du support. Si le support vous autorise à envoyer-moi, effectivement. Mais ça passe par le ticket. Mais au moins, c'est graphique. Et on peut générer des fichiers. Non. Derrière, c'est... Encore une fois, c'est une requête SQL. Donc, quand on a l'habitude, voilà. Et puis, c'est ainsi de suite. C'est toujours... c'est pour ça que c'est une interface graphique avec des IBMI Services, des requêtes SQL derrière. D'accord? Et quand dans système, vous avez l'état du système, ça c'est hyper intéressant, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre environnement. CPU, les licences, le firmware, les processeurs, la mémoire, et ainsi de suite. Disque, les adresses, la base de données, le microprogramme. Savoir, là, vous voyez, par exemple, source de l'IPL temporaire, si on voit permanence et vous êtes sur le système A et pas sur le système B. Donc, ça pourrait, la puce à l'oreille. Les disques. Là, on a vu qu'il y avait un petit triangle jaune. On peut modifier les différents facteurs. Mais là, on est à 62%. Donc, on voit tout de suite. On n'a pas besoin de faire un work DSK STS. D'accord? On a aussi les licences. On sait quel groupe on est. Alors là, on est sur un P11. Donc, on sait ce que c'est comme machine. Donc, on peut déjà, en donnant ce genre d'informations au support, on sait qu'on est sur telle machine, qu'on a un groupe P30, qu'on a des licences jusqu'en 2028 et ainsi de suite. Et le système, s'il est normal, s'il est source B, sans contrôle opérateur, il y a plein d'informations. Et encore une fois, c'est une requête SQL. Si vous êtes un peu bidouilleur, vous pouvez la récupérer et l'envoyer. Ah bah oui, c'est une belle requête SQL. Elle n'est pas si compliquée que ça. C'est pour des questions de mise en forme, il y a beaucoup de travail sur les zones du select, mais en soi, elles ne sont pas si compliquées. Et là, vous pouvez typiquement modifier, vous pouvez prendre les tuiles, les déplacer, fermer celles qui ne vous intéressent pas. L'interface est assez paramétrable sur ces fonctions-là, c'est assez sympa. Ça dépend ce que vous voulez mettre en avant sur votre administration de votre partition. Donc c'est trié quand même par un système de menus, sous-menus, c'est bien organisé, c'est bien rangé. Quand vous avez l'habitude, vous retrouvez vos affaires assez facilement, j'allais dire. Ça peut arriver quand même, certaines options, je vais être franc, il y en a une ou deux, je ne sais jamais où elles sont. Ça peut arriver pour certaines options de ne pas trop savoir, et vous avez une boîte de recherche tout en haut à droite, dans lequel vous pouvez taper quelque chose qui ressemble à ce que vous cherchez. Donc par exemple, si tu tapes, alors je vais être franc là-dessus, mettez-le en français. Si ça ne marche pas, mettez-le en anglais, parce qu'il y a un petit mélange des deux pour l'instant. Mais vous cherchez une fonction sur les, je ne sais pas si tu mets user ou utilisateur, par exemple. Hop, il va nous sortir les fonctions disponibles dans l'interface relatives au user. Je vais mettre utilisateur pour voir. Essaye. Voilà. Et pour d'autres options, c'est l'inverse, c'est plutôt en français que ça ressort. Essayez 2 fois. Normalement, 2 fois, c'est bon, vous avez trouvé. Voilà, si je mets par exemple TCP, on a tout, les interfaces, les connexions, les routes et autres. Donc c'est une recherche assez rapide et il ne vous donne pas qu'une seule solution, il vous donne tout ce qui est... C'est comme si vous faisiez, je fais le parallèle en 52-50, c'est comme si vous faisiez Go CMD TCP, quoi. D'accord? Et là, vous avez toutes les commandes, toutes les possibilités avec TCP. Ou job, ou work, ou ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est assez... si je fais WRK, et voilà. Pas mal.
Très bien. Tu veux continuer par le... Oui. Il n'y a pas d'export directement prévu dans l'interface. Si tu vas Non. dans Action, je pense pas. Si tu as besoin de l'automatiser, oui. Hmm. Si tu as besoin de le faire one shot une fois pour le montrer à ton patron, fais une capture d'écran. Mais encore une fois, ça, c'est des très bonnes Ouais. questions. Peut-être que ça peut être ajouté plus tard dans la configuration du navigateur Fori. C'est vous aussi, hein, c'est votre communauté, c'est vous qui faites améliorer le navigateur Fori. Si vous avez des idées, hein, il y a des boîtes à idées, voilà, Il y a le site IDEA chez IBM. Je reprends exactement. juste 30 secondes là-dessus parce que tu peux aller sur le IDEAS. Si Je t'as connais pas le site, hein. Ouais, mais tu fais IBM IDEAS et D'accord. je me connecterai si tu veux. Tu- Oui, oui, tu peux récupérer très facilement. Ah, on peut faire tout un tas de choses, effectivement. L'essentiel, c'est d'avoir la requête qui te ramène les données. Donc, effectivement, dans ton VS Code, mais encore une fois, là, on est quand même dans de l'outillage pour le développeur et compagnie. Mais si tu sais faire si tu sais faire à la volée, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. On va dire qu'un administrateur n'a pas forcément ce genre de tooling. Mais là où je voulais revenir peut-être une petite seconde, c'est que vous avez un site IBM qui s'appelle Ideas sur lequel vous pouvez proposer des fonctions que vous voudriez voir apparaître dans les différents produits, navigateur, l'IBMI, etc. Tu es connecté avec un profil ou tu es Avec mon en... profil, ouais. Ouais. Et ben, donc faudrait que tu mettes des idées quand même, toi, un jour. Ah, j'en ai. Euh, si tu fais une... Je peux pas parce qu'en fait, T'as pas le droit? j'ai pas le droit, Ouais, moi. t'as pas le droit. J'aurais dû me mettre avec mon profil. Euh, si tu cherches IBMI par exemple, un truc comme ça, en fait, vous allez voir, il y a des catégories après pour DB2, pour navigateur, pour ACS, etc., etc. Et J'ai cherché IBMI. ouais, IBMI Access, suivre ouais, bah prends infrastructure, Astana. un Bon, là, c'est du Z, mais euh, je- si tu prends IBMI tout court, là, si tu cliques sur le titre IBMI, je pense qu'on aura toute l'arborescence après derrière, voilà. Et donc vous pouvez demander tout un tas de choses. Et il y a c'est pas que l'IBMI dedans, d'accord, mais l'IBMI, c'est une communauté hyper active. Il y a plein de demandes comparées aux autres systèmes. Et c'est vraiment actif et IBM en tient compte. Et vous avez des statuts, donc vous pouvez soumettre des idées, on peut voter pour les idées. Et il y a des statuts, par exemple, under review. Donc là, IBM, ils sont en train de regarder est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Si tu en j'avais eu celle-là, là. Future voilà. considération. Future considération, ça veut dire, OK, on n'a pas encore dit qu'on allait le faire, mais l'idée, elle semble bonne. On va voir si ça peut s'intégrer dans la roadmap. Si c'est oui, il y aura, je ne sais plus après quel est le statut, mais il y a un statut qui dit, OK, on va le faire. C'est planned, etc. Je ne sais plus comment Il y c'est. a, voilà, délivré, Voilà. fonction, considération, défect, et ainsi de suite. Et ça marche si vous prenez la documentation de ACS, si vous prenez la documentation de Navigator Fori en allant chercher les nouveautés. On vous met dans les documentations, il y a telle nouvelle fonction, elle a été demandée par telle idée, elle a été demandée par telle idée. Donc vraiment, IBM en tient compte, c'est implémenté. Vous avez des fonctions. Il y a des revues des IDE par le Common Europe et le Common America en lien avec IBM pour aller décider des top 10, des trucs qui vraiment faut pas rater, il faut absolument pousser, etc. Donc mettez-les et vraiment c'est utile. C'est la petite... pardon. C'était le petit rond-point, on revient à Ah, mais navigateur. très, très bien, pas de souci. Euh, On peut aller, dans les actions classiques, on peut aller chercher les messages dans SysOPR. alors, Après, si vous avez des besoins, des idées, allez-y. Mais, oui, voilà, là, message du système opérateur. Voilà, je sors de voilà, pardon, ma session. les overlays.
On parle Les overlays. des overlays, des OVRDBF, ce genre de choses? Ouais. Alors j'avoue que ça, c'est pas une fonction que je manipule. Il y en a d'autres qui maîtrisent cette fonction-là? Ouais. Ah, elle a été, Ouais. elle a été Ouais, elle a déportée été sur enlevée de un autre. l'interface, mais j'avoue que je l'utilisais pas avant. D'accord. Ok. Mais là, vous voyez, ça, c'est la Q6 OPR. Ouais, je note. C'est les experts. C'est pas la musique des experts, ça? Si, si, ouais. Et voilà. Il faut continuer, allez-y, c'est très bien. Bah, c'est les ou à la base, ouais, on est d'accord. Ah ouais, mais moi, je suis plutôt. Ouais. Ouais, oui, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, Là, ce qu'on va faire, effectivement, ça c'est la Q6 OPR. Donc, vous avez bien compris, en fait, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de le démarrer ou quoi que ce soit. C'est essayer de voir ce que vous pouvez faire avec un navigateur Fori sur l'IBMI au lieu d'utiliser 5250. D'accord? Ce qu'on va montrer là, l'histoire du user, ce qu'on ne faut pas faire avec de l'audit, parce que ça c'est aussi important. L'audit, vous le mettez en œuvre pour savoir ce qui se passe sur votre machine, qui fait quoi. J'ai créé un objet, j'ai deleté un objet. Qui c'est qui veut se connecter sur mon IBMI? Je me suis trompé 3 fois, le user n'existe pas. Donc ça aussi, on peut le faire directement par navigateur Fori et c'est graphique. Donc, avec Nathanaël, donc au niveau de la sécurité, donc vous avez le journal d'audit, vous avez la configuration d'audit. Petite question, Oui. qui a activé son journal d'audit? Pas plus Ouais. que ça. D'accord. Donc le journal d'audit, on est d'accord, c'est un mécanisme système qui permet d'aller collecter plutôt, pas connecter, pas encore, mais on va bientôt les connecter dans l'interface, des événements système en lien avec la sécurité. Et il y a un certain nombre d'événements, ils sont nombreux quand même, d'accord, je les ai pas tous en tête, que ce soit de l'adoption de droit, mauvais profil mot de passe, on essaye d'accéder à un objet, on n'a pas le droit, etc. Pardon? Oui, Oui, il y il y en a a une, il y en création, a une tripotée. delete, modif. Création de profil utilisateur, on le trace particulièrement, ce genre de choses. Et donc c'est un journal avec des codes journaux correspondant aux différentes actions. C'est géré par l'OS. Si vous l'avez activé, on ne peut pas passer à travers, d'accord. C'est pas modifiable non plus. C'est de l'audit et vous pouvez l'exploiter derrière en termes de sécurité. Ça peut vous être demandé pour de la régulation, mais ça peut aussi s'exploiter en interne pour des questions de gestion, de savoir qui a fait quoi, etc. Et justement, dans Navigator, Donc, oui. traditionnellement, je ne l'ai jamais déplacé, mais il faudrait que j'aille regarder. Je réfléchissais parce que les dernières migrations qu'on a fait, c'était montée de version, c'était pas d'une. Ouais. Donc honnêtement, je n'ai pas en tête. Mais si IBM documente qu'on peut le changer d'endroit, certainement. Je- J'ai, Ouais, oui, les récepteurs, oui, ouais, je suis pas. mais le journal d'audit, Le journal, je suis pas sûr. Et étant donné qu'il est lié à la sécurité, en général, ça fait partie des objets pour lesquels justement on n'a pas le choix. Les ouais. profils, vous n'avez pas le choix. C'est Q6, c'est pour la sécurité. Vous ne pouvez pas les mettre ailleurs, etc. Le journal, honnêtement, j'irai regarder. Je ne l'ai pas en tête et voilà. Évidemment, les récepteurs, on peut aller les récupérer et les restaurer. Mais le journal, j'irai voir. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Alors, on va montrer justement l'audit parce qu'on Oui. parle beaucoup de sécurité, parce que vous avez vu le P11, c'est très sécure, il faut jouer sur la sécurité. La 7.6 aussi la sécurité, donc le journal d'audit fait partie aussi de savoir qui fait quoi sur
mon IBMI. Donc du coup, là, dans le cas donc échec d'autorisation, donc on a activé l'audit hein, en fonction des. Donc là, pour la démonstration, on va s'occuper d'un user qu'on essaie de se connecter avec. Dans le journal d'audit, donc je vais gérer les magasins de données. Donc en fait, c'est là où vous pouvez créer un nouvel entrepôt de données où vous allez récupérer les entrées de vos audits. On en a créé un avec Nathanaël ce matin qui s'appelle PW25, qui est le journal d'audit AF, donc c'est la sécurité. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si y a des gens qui essayent de se connecter avec un user qui existe ou qui n'existe pas, et ainsi de suite. Et donc, sur ce magasin de données, on peut voir, vue de détail, d'accord, on peut les voir des choses comme le magasin de données ou des données réelles, en temps réel, ce qui s'est passé de telle heure à telle heure. D'accord, là, il est midi, donc là, je vais aller voir jusqu'à midi, par exemple. Donc là, je mets... et je peux voir ici qu'il y a eu rien du tout, une data queue qui a été sûrement touchée. Donc là, je regarde le contenu de mes audits, de ce qui s'est passé. D'accord? Consultation. Là, je suis sur la machine 88, donc là, ça va faire plaisir à certains. Je vais passer en écran vert, ça ira plus vite. Parce que je peux le faire aussi par ACS, je peux créer un user profile, ce genre de choses. Mais là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est je vais essayer de me connecter avec un mot de passe qui s'appelle ludoroot, avec un user ludoroot, avec un mot de passe qui n'est pas connu. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc si je retourne normalement, en espérant que ça fonctionne, je fais un coup de réinitialisation, donc il va aller chercher normalement. Régénération, ça devrait pas tarder. Vérifie que tu as bien pris les postes PW, pas que F. Ah, bah voilà. Les masses réseau, journal d'audit, gérer, tac, l'action, vue de détail. Donc, ah oui, j'ai pas le. Ouais, t'as que le F. Euh, Top PW dans la box. Ouais, c'est là, je vais chercher le PW, donc le password. La date, je vais la changer. Enfin, l'heure, pardon, parce qu'il est midi 5. Je fais OK. Et voilà. Donc, là, j'ai un peu plus d'entrée dans mon audit. Alors, encore une fois, hein, paramétrable, les champs, les colonnes, ce que vous voulez. Et là, vous voyez bien que il y a Ludoroot là, qui a essayé de se connecter et on voit que c'est un username qui n'est pas valide. Donc ça, c'est hyper important. À partir de là, si le gars de la sécurité de chez vous demande voilà un extrait de qu'est-ce qui s'est passé le lundi matin ou le dimanche soir et que vous arrivez le lundi matin, vous pouvez faire une extraction de journal d'audit. Encore une fois, on va insister un peu là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Eh bien, ça génère une requête SQL et clac. Vous générez un PDF, un Excel derrière si vous utilisez VS Code et autres. On peut faire des extractions. Donc, c'est assez intuitif et on voit tout de suite ce que c'est comme sous-système, l'eurodatage, le nom du travail, l'adresse éloignée. Donc, on peut savoir, là, je suis connecté via un OpenVPN, mais dans le réseau de l'entreprise, il y a un subnet, donc vous savez quelle est l'adresse IP. Donc, vous savez tout de suite quel est le PC, le Mac, enfin, qui se connecte et aller avoir directement la personne. Et là, de prendre son téléphone, Jean-François, t'as fait quoi? Voilà. Comment? On est sur la machine, donc on connaît déjà l'adresse IP de la bécane. Oui, là, alors. Là, ça dépend des protocoles. Voilà. Et sur le telnet, typiquement, tu ne l'auras pas. Sur une connexion SQL au DBC, tu peux l'avoir, mais en fait, tu l'as quand tu es connecté, puisque c'est des registres qui sont transmis après connexion. Donc, sur un échec d'authentification, tu l'auras difficilement dans la machine, puisque justement, on n'arrive pas à se parler. Tu peux aller regarder dans Action, s'il te plaît, sans vouloir te... Non, non, du tout, je fais. Donc là aussi, vous avez l'exportation des éléments.
Toc, et ça vous donne un petit CSV, pareil toujours pour l'idée de facilité si vous avez besoin. Et encore une fois, dans cet outil-là, l'avantage, c'est que vous avez accès très facilement aux informations de votre audit. Alors, l'audit, il existe depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, vous avez le journal d'audit, vous collectez vos éléments. Avec des displays journal, etc., on peut voir ce qu'il y a dedans. Les deux fonctions là, qui sont apparues, c'est la possibilité par navigateur de mettre ça en forme et c'est la possibilité d'avoir, comment ça s'appelle le datamart, ils l'ont appelé en français, j'ai toujours du mal avec les petits noms. Ouais, magasin de données du journal. Donc le journal d'audit, c'est un journal avec ses récepteurs. Et comme tout journal avec ses récepteurs, les récepteurs, ils grossissent, ils prennent de la place. Et puis, de temps en temps, on va les détacher, on va mettre des nouveaux, hop. Et puis, une fois qu'ils ont été sauvegardés, il faudra quand même les supprimer de temps en temps si on veut récupérer la place. Ce qui veut dire que ces informations importantes pour la sécurité, au bout d'un moment, vous allez les perdre. Quand vous perdez les récepteurs, vous perdez les infos. Le datamart, les magasins de données qui ont été créés ici, c'est pour dire, vous êtes capable de créer dans des bibliothèques des fichiers bases de données dans lequel le système va aller faire des exports des postes spécifiques qui vous intéressent en base de données pour pouvoir les garder et le système va pouvoir automatiser. C'est-à-dire on va pouvoir lui dire fais-moi un export depuis le dernier que j'ai fait par exemple. Vous n'avez pas vous à mémoriser que le dernier poste du journal c'était le 1 322 027. D'accord ? Ça, il le fait pour vous. Et il relance l'extraction du journal. Il copie les données en database. Et à partir de là, vous avez les données. Vous n'êtes pas obligé de tout garder. En général, vous collectez grand dans votre journal d'audit, histoire d'avoir au cas où. Mais vous n'avez pas besoin de tout garder pendant 10 ans. Pour vos pistes d'audit, vous gardez les éléments d'adoption de droit, les profils qu'on a créés, les profils qu'on a désactivés, compagnie. Et le reste, vous jetez. C'est ça. Donc cet outil permet d'exploiter ces infos-là de façon beaucoup plus facile en fait et plus graphique. On parle beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps. On va juste vous montrer, parce qu'on parlait de multi-partition. Donc dans mon tableau de bord, j'ai un IBMI que je gère. Donc effectivement, c'est le premier IBMI, c'est celui sur lequel je suis connecté avec mon HTTP. Donc vous voyez le 88, effectivement, c'est mon IBMI 01. Par contre, je peux ajouter un nœud. Là, je vais mettre ma deuxième partition. Je vais lui donner un petit nom. Mon mot de passe. Il est valable pour l'utilisateur qui s'est déjà connecté sur le premier système. C'est un paramétrage par utilisateur. Partant du principe que normalement, vous n'êtes pas 50 administrateurs. C'est ça. J'ai dit normalement. Donc là, si je ne me suis pas trompé, je rajoute mes partitions que je veux manager à partir d'un seul navigateur Fori. Là, il me dit que ce n'est pas sécurisé TLS. Ça, c'est une autre affaire. Donc ça, c'est la sécurité aussi. On peut sécuriser l'HTTP, l'admin 1 et tout ça. Donc c'est assez facile. Mais vous voyez ici que je suis sur mon 88 ici au niveau du navigateur. Je suis bien sur ma première partition. Je me suis connecté en HTTP sur ma première partition. Par contre, je suis connecté ici sur ma deuxième partition. Donc, je gère mes deux partitions, mes 3 partitions, mes 4 partitions. Donc, par exemple, les partenaires qui ont plusieurs clients et qui doivent gérer les partitions de ces clients, eh bien, ils peuvent intégrer en fonction, bien sûr, au niveau du réseau, d'avoir les accès ou autres, d'avoir une vue globale de ces différents clients avec un seul navigateur Fori. Puisqu'on rajoute, après il faut le même subnet, mais au moins pour un client, vous pouvez gérer toutes vos partitions de cette manière-là. Pas besoin de démarrer plusieurs sessions navigateur Fori, ce genre de choses. D'accord ? Navigateur Fori, c'est un outil d'administration, mais dans l'administration, si on parle de la sécurité, vous avez ici des signets. On peut aller faire du web administration, donc si on a un service HTTP. On peut faire du DCM, donc aller directement dans Digital Service Manager. Donc là, bon, effectivement, il n'est pas sécurisé le mien, mais si je le mets
en cliquant dessus, donc je peux aller directement sur mon DCM. Je me suis trompé. Tac, c'est celui-là. Voilà, je vais faire comme ça. Oh oui, oui, j'ai un. C'est du sacré subnet chez moi. 10.3 61 89. 10.3 61 89. Voilà, je rentre directement dans DCM. Là, je suis parti, moi, c'est un système de base. Je n'ai pas la notion de DNS. Pourquoi? Parce que j'ai des adresses IP. Mais dans le navigateur Fori, vous avez des signés et vous avez la possibilité alors, de les gérer, ces signés. Donc là, ça cherche. Tu peux rajouter les tiens. Exactement. Je peux rajouter les miens ou je peux modifier ceux existants. Par exemple, mon administration DCM, comme je ne pars pas avec un nom, par défaut, c'est un nom. Donc, je fais appel à un DNS. Mais rien ne m'empêche de mettre ce que je veux. Et je peux, voilà, j'ai des actions, je peux restaurer, je peux ajouter un nouveau signet. Donc, vous pouvez directement. Et là, vous voyez ici que vous avez toutes les fonctionnalités aujourd'hui d'administrer, que ce soit sécurité, le Power Achat, le LDAP, les HTTP directement et qui plus est, le plus important, le Memo to User. Vous avez le Memo to User. Donc, ça veut dire que quand vous faites des changements de version ou autre, on a directement, si je clique sur le signet ici, Memo to User, ça m'emmène directement sur le Memo to User de ma version ou d'une version. Parce que c'est pas 7.6, moi c'est 7.5. Mais voilà, donc on peut changer. Alors savez-vous pourquoi? Parce que si je retourne dans ma gestion, je dois avoir le Memo to User 7.5. D'accord? Machine qui a été migrée. Ouais, j'ai dû jouer avec. Est-ce que tu peux aller, par exemple, Yes. dans la liste des profils ou la liste des messages, s'il s'opère un truc Tu veux Q6OPR? Ouais, peu importe. Système message opérateur. Donc là, on est connecté sur la 88 à afficher les messages de la 89. Ça va rapidement s'afficher. Et si vous voulez changer en fait et dire mais attendez, qu'est-ce que j'ai en ce moment sur la 88, en bas vous allez retrouver vos différents systèmes configurés. Suffit de cliquer sur la tuile correspondant à un autre système. Là, on n'en a que deux, donc on ne va pas se perdre. Et va vous afficher les mêmes infos sur l'autre système. Et je suis bien passé sur la 7601, je suis bien revenu sur ma 88. Avec les mêmes filtres. Alors je crois qu'il y a une subtilité, peut-être sur les tris, il y a un truc à vérifier. Mais globalement, il nous repropose, il y a des filtres, je crois qu'il nous repropose de les reconfirmer. Alors, à notre décharge, il y a tellement de possibilités aujourd'hui dans Navigator Fori qu'on n'a pas tout testé. Et on est de loin. Ça bouge beaucoup, en fait. Voilà. C'est surtout ça, ça bouge beaucoup. Et ça bouge beaucoup. Mais vous voyez que c'est assez simple, souple surtout, de passer d'un système à un autre en disant tiens, j'ai eu un problème de Q6OPR, qu'est-ce que j'ai eu dans mon autre partition? Eh bien, je vais chercher directement et je vais tomber directement sur les mêmes informations, en tout cas la même commande. Avez-vous des questions ou est-ce que vous voulez voir des choses ou vous avez des interrogations sur... Oui? Applicatif base de données classique Non. Non, le datamart, il est fait pour le journal d'audit, il y a de la configuration des postes pour la sécurité, il est fait pour ça. La difficulté des postes, des journaux base de données, c'est que dedans, on a des postes techniques liés aux actions, on a des postes liés à la donnée. Et la difficulté des postes liés à la donnée, c'est que le découpage du poste dépend du format du fichier au moment de l'insertion, etc. Par contre, il y a un truc qui est sympa dans Navigator Fori. Tu peux chercher journal, par exemple, dans la recherche. Alors, je ne sais pas s'il y a un journal avec de la base de données journalisée, donc j'en sais rien. Mais, OK. Bon, alors dans Navigator, je me suis fourvoyé. Dans Navigator, il n'y a pas. Peut-être le meilleur outil là-dessus, à ce compte-là, c'est Access Client Solutions, parce qu'avec ACS, on peut aussi aller regarder les postes de journaux. Et ACS, maintenant, est capable de découper le poste de journal par rapport au fichier base de données.
Donc, au lieu de donner le buffer tout à la queue leu avec les valeurs en binaire pas lisibles et compagnie, il a une option qui permet vraiment d'avoir le fichier découpé. Euh, on a parlé de l'audit. Là, je parle parce que j'aime bien aussi les collègues de droit. On se pose toujours la question de savoir, voilà, j'ai un utilisateur, allez, je lui donne tous les droits, mais est-ce qu'il a besoin d'avoir tous ces droits-là? Et de où il va, sur quel fichier ou quoi que ce soit. On peut générer la collecte de droits sur les utilisateurs, sur les objets. Donc ça fait un peu comme un journal d'audit, en fait, et on fait de la collection, ça travaille, vous laissez travailler, et vous pouvez savoir qui fait quoi, le user Toto, il a le droit à quoi. Il est c'est KDM et où, mais non, il n'a pas besoin. Ou il a les droits sur une bibliothèque Titi, sauf que Titi, il a R, Redraft Execute, ce genre de choses, il n'a pas besoin de tout ça. Donc on peut modifier, restreindre. Là, on parle bien d'administrer correctement en sécurité les partitions, et donc ça passe par là. Et ça, c'est facile, c'est graphique. Et vous avez certaines actions qui sont possibles qu'au travers de navigateur. Je pense à la performance, les collectes de performance, les mises en forme de graphiques, les comparaisons, le performance data investigator, le batch modeler, etc. sont toutes des fonctions de perf importantes qui sont disponibles que dans Navigator for si vous avez par exemple du SSO, la gestion de l'EIM, elle est possible aussi que dans Navigator for voilà, donc il y a aussi un certain nombre de fonctions qui sont, je ne sais pas si tu en as pour le coup, mais Non, j'en ai pas, mais ouais. c'est juste pour, tu parles, donc voilà, il y a le menu, Donc voilà, ma page pour aller se EIM. brancher au domaine du LDAP, on peut le faire qu'au travers d'ici. D'accord, c'est voilà. Donc tout aujourd'hui, honnêtement, tout est fait pour ne pas avoir des écrans verts. Ce qui existe encore en écran vert, c'est si on fait du SST, du DST, qu'on a besoin d'aller dans la machine. Effectivement, là, c'est encore en écran vert. Pourquoi? Bah, on ne peut pas se connecter avec de l'HTTP, sachant qu'on est au plus bas de la machine de la partition IBMI. Mais tout le reste, c'est du navigateur for I, c'est de la CS Script, c'est du VS Code, c'est du SQL. Partez du principe aujourd'hui que toute l'administration, je dis pas toute, pas les 99, voilà, toute l'administration de l'IBMI se fait par des requêtes SQL. D'accord? Qui sont faciles à manager, qui sont faciles à modifier. Pourquoi? Parce que votre requête SQL, vous la faites graphiquement et il vous la génère. Donc c'est assez facile. Là, on était ici, c'est quoi? C'est la Q6 OPR. Bah, Q6 OPR, c'est là, voilà. Mais on peut changer la copier, la modifier, extraire, voilà. Vous êtes convaincu? BRMS, Je vais commencer à dire des bêtises parce que j'ai vu les annonces là-dessus. Il y a BR1, BR2 déjà, oui, mais ça s'appelle BRMS. oui, mais ça dépend de quoi on parle. Non. Bon, après, j'ai pas configuré le BR2 ou autre, mais effectivement, il y a une interface BRMS. Oui, Comment? sur un port particulier, oui. Oui. Et dans les extensions, on va dire, de Navigator for vous avez aussi le Advanced Job Scheduler que vous pouvez installer, hein, qui est gratuit maintenant en termes de licence, etc. Donc voilà, il y a aussi des extensions Mm. qui sont là-dedans. Euh, je vois que BRMS, c'est port 2088. Si tu confirmes, c'est bien ça. Donc, bon, après, il faut configurer. Il y a des choses. Il y a pas. Voilà. Vous avez toute la documentation aussi chez IBM pour pouvoir configurer ces produits-là. Voilà. Le mot de la fin? Des questions? Allez-y, allez-y, hein. Qui existe, oui, vous cherchez tout simplement IBMI Services. Il y a un site web IBM qui va détailler tous les services avec le détail de comment on l'appelle, toutes les zones résultats, les droits qu'il faut, il y a tout. Et si tu peux retourner dans Navigateur, je ne sais Oui. plus où c'est, vous avez... Alors, ils sont malins parce qu'on commence à avoir beaucoup de services, je crois qu'on a dépassé les 400. Et il y a un service qui liste les services disponibles sur la machine.
Ah oui, Ouais, ouais. non. Alors, dire typiquement, Tu veux que je dire fasse où une il est petite dans recherche, l'interface, peut-être? mais ouais, tu peux chercher service peut-être, parce que honnêtement, je sais pas où il est dedans, mais il y a une SQL liste des Services? services. J'ai mis Ah bah ouais, service. ouais, SQL Services, parfait, ouais. Ça te... Ouais, c'est parfait. Et donc voilà, il y a un service SQL qui dit quels sont les services SQL sur la machine. Il va remplir les 100 premiers, mais il y aura certainement des boutons page 2, 3, 4, 5. Et puis, il faut trouver son bonheur là-dedans. Là, vous avez ça, effectivement, vous voyez. Là, je défile. Alors, je défile, mais c'est les 100, il y a quelques pages, hein. D'accord. Sinon, vous avez aussi le produit donc ACS Script, hein. Ici, au niveau des requêtes SQL, ici, vous avez le SQL format, insertion. Et si quand je fais insertion, en fonction de ce que je veux faire, eh bien, ici, j'ai les IBM Services et j'ai pas mal d'exemples. Par exemple, un IBM Services que j'aime bien, c'est les niveaux des groupes PTF. Eh bien, la requête SQL, quand on l'exécute, il va voir ce qu'il y a sur votre machine, mais aussi il va interroger sur le site et il vous donne la différence. Ah, j'en ai 2 de retard. Ah, j'en ai 1 de retard. Oh, c'est pas très grave. Mais ça permet de comparer. Et donc, c'est assez bluffant et c'est très, très pratique. Ça veut dire que si vous manquez des PTF, à un moment donné, il va falloir passer à l'IPL quelque part. Mais voilà, c'est assez simple. Et effectivement, bah, ce que vous retrouvez là dans IBM Services, eh bien, Bah, pour l'exemple, nous, on a fait un petit script SQL qui appelle le groupe PTF Currency qui permet de se connecter chez IBM, voir les différences. On récupère le résultat set. S'il y a des différences, dans le script SQL, on fait du QCMD exec du submit job qui va faire du send PTF order. malin. Et- Ah, mais voilà, donc il y a tout plein de possibilités et honnêtement, sans pour rentrer dans le détail des SQL, de lire de la doc et autres, c'est assez simple. C'est très simple. Voilà. Vous nous l'avez dit, j'espère que vous êtes convaincus. Vous nous avez dit oui, donc à vos tablettes. Merci beaucoup. Merci à vous.